gens qui ont survécu le disent, on a été abandonnés par le monde. Est-ce que c'est comparable Gaza et le Rwanda? Que peut véritablement la France au Moyen-Orient? Au Rwanda, elle pouvait. On vit avec nos tueurs de l'autre côté de la rue, sur le même palier, on les côtoie tous les jours. Moi j'habite au Rwanda, donc on les côtoie tous les jours. Est-ce qu'on pardonne quelqu'un qui ne nous demande pas pardon? C'est la grande question. On ne parle pas assez du Rwanda. Faux. Il n'y a pas de pardon pour les coupables d'un génocide. Ça dépend. N'importe qui peut être un tueur. Vrai. Je m'appelle Gaël Faye, je suis chanteur, écrivain, auteur-compositeur, interprète et auteur de romans Petit Pays et Jacaranda. Être métis, c'est n'être nulle part chez soi. Faux et vrai. C'est normal de chercher à se venger. Faux. La France a une responsabilité dans le génocide au Rwanda. La reconnaissance par le président Macron est nécessaire et suffisante. Nécessaire, vrai. Suffisante, faux. La reconstruction, c'est possible. Vrai. Le meilleur moyen d'oublier, c'est de ne pas en parler. Faux. Archi faux. Les médias ont la responsabilité de prévenir le pire. Vrai. Mon histoire familiale est un trauma. Vrai. L'art permet de guérir. Vrai. Je suis plus écrivain que musicien. Faux. L'inverse? Faux. Gaël, bonjour. Bonjour. On est très heureux de te recevoir sur Le Crayon. Tu publies ton deuxième roman, Jacaranda, qui aborde la question du génocide au Rwanda. C'est un sujet essentiel de mémoire dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. On va parler de plusieurs thèmes, de ce qui s'est passé en 1994, de la responsabilité de la France, des médias, de justice et de mémoire, de cette question des origines et du trauma qu'on peut porter sur la question de son vécu en tant que métis, la question de l'immigration, et puis le rôle de l'artiste aussi. En 2024, on commémorait les 30 ans du génocide à l'encontre des Tutsis au Rwanda. En 3 mois, 1 million de personnes ont été tuées, des gens qui s'en sont pris à leurs voisins, dans des conditions abominables, atroces, tout ce qu'on peut imaginer de pire. Ça a été un processus long qui a mené à ça, mais j'aimerais qu'on y revienne. Qui est coupable? Un génocide, c'est d'abord la construction d'une idéologie. Il n'y a pas de génocide spontané. Un génocide est toujours précédé par les mots, par des représentations, par un racisme. Et donc, les prémices de toute cette histoire remontent à la fin du 19e siècle, lorsque les premiers Européens, d'abord allemands, puis belges ensuite, arrivent dans la région et ne comprenant pas la structure de société de ce qu'ils ont en face d'eux, de ce qui était à l'époque un royaume, le royaume du Rwanda, finissent par y apposer des représentations qui viennent de leur propre imaginaire raciste du 19e siècle, du racisme scientifique qui hiérarchise, qui à ce moment-là a créé la hiérarchisation de ce qu'on a appelé les races. Et donc, ils font du Tutsi une race supérieure et du Hutu une race inférieure. Et ils vont jouer sur à partir de ces catégories-là, ils vont jouer sur des jeux de pouvoir. Et l'alliance qu'ils faisaient dans un premier temps avec les Tutsis va se transformer au moment de l'indépendance en une alliance avec les Hutus. Ces catégories donc qu'on appelle faussement des ethnies, parce que ethnie voudrait dire qu'il y ait une différence de territoire, de langue, de religion, ce qui n'est pas le cas chez les Rwandais. Les Rwandais partagent tout, leur culture, leur langue, leur territoire. Donc Hutu et Tutsi étaient dans le royaume et dans le Rwanda précolonial des catégories sociales émouvantes, c'est-à-dire qu'on était Tutsi ceux qui possédaient le bétail, la vache qui était l'emblème et l'animal sacré dans la culture rwandaise, étaient Hutu ceux qui cultivaient la terre, et dans une même fratrie on pouvait passer d'une catégorie sociale à l'autre. Un Hutu pouvait devenir Tutsi ou un Tutsi pouvait devenir Hutu, et donc en instaurant la carte d'identité ethnique en 1931, les Belges ont figé ces identités-là et ont tenté de les justifier. Et les ont justifiées avec des mesures crâniennes, du nez, etc. Mesurer les tibias pour se dire c'est
anthropologique, c'est ethnique et c'est pas social. C'est ça, c'est vraiment le fameux racisme scientifique du 19e siècle qui mesurait les crânes, les fémurs à l'aide d'instruments et qui hiérarchisait à partir de ça. C'est de cette façon qu'on a créé l'antisémitisme, qu'on a créé qu'on a justifié aussi les conquêtes coloniales donc en affirmant que les Africains étaient tout en bas de cette échelle et donc qu'ils devaient être colonisés pour leur bien. Donc voilà, tout ça, le Rwanda, à partir de là, devient un laboratoire. Et donc, tu me posais la question de qui est coupable. C'est d'abord ce racisme du 19e siècle et cette colonisation qui arrive. Et ensuite, dans la chaîne, il y a de nombreuses personnes coupables. Il y a des massacres tout au long du XXe siècle. Il y a pas tout au long du XXe siècle. Les premiers massacres au Rwanda ont lieu en 1959. Mais après en 73. Exactement, en 61, 62, en 63, en 73. Il y a c'est à ce moment-là au Rwanda, parce que le Burundi c'est encore une autre histoire, mais au Rwanda à ce moment-là, c'est une politique qui vise particulièrement la minorité Tutsi et qui va faire du Tutsi un citoyen de seconde zone qu'on va considérer comme n'étant pas rwandais, comme venant d'Éthiopie, d'Abyssinie, même de plus loin. Ça reprend aussi tout ce racisme qui est aussi teinté de religion, parce que c'est un racisme scientifique et qui puise aussi ces théories dans des mythes comme Abel et Caïn dans la Bible. Donc c'est tout un mélange assez particulier, mais que les Rwandais vont finir par intégrer, incorporer, et ça va devenir leur propre grille de lecture sur eux-mêmes et sur leur société. C'est aussi ça qui est terrible, c'est que cette idéologie-là, elle finit par acculturer le peuple rwandais, créer un gouffre entre lui et sa propre histoire. Et les gens vont être formatés, parce que c'est aussi ça, c'est la deuxième partie d'une idéologie, c'est comment on colonise les esprits et comment on fait accepter à des populations qu'une partie de la population n'est pas vraiment humaine, qu'elle est les Hutus parlent des Tutsis comme des cafards. Voilà, comme des cafards. Donc c'est la fameuse déshumanisation. Et là où il y a des discours de déshumanisation, il y a toujours des risques de génocide. Et ensuite, eh bien, c'est la politique, les financiers, parce qu'il y a aussi le monde des affaires qui a mis toute cette idéologie, pour alimenter cette idéologie génocidaire contre les Tutsis. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en 1990, des centaines de milliers de Tutsis depuis les années 60 avaient fui le Rwanda pour se réfugier dans les pays limitrophes. Et une partie d'entre eux, des jeunes, décident de revenir avec un mouvement armé parce qu'ils ont essayé de passer par la voie diplomatique qui n'a pas marché. Et donc ils attaquent le Rwanda en 90, on les appelle les rebelles du FPR. Et ça va créer une psychose au Rwanda. Et la machine, la mise en place de la solution finale est lancée véritablement à ce moment-là, avec par exemple l'ouverture de la RTLM, qui était la radio-télévision d'Émile Colline, qui propageait sur un ton qui se voulait décontracté des appels à la haine et au meurtre. Et j'essaye de faire vite, mais donc ensuite il y a des semblants de discussions, d'accords de paix, souvent sous l'égide de la France, de la Belgique. Il y a les Nations Unies sur place. Et en 94,
un attentat va tuer le président du Rwanda, et les Tutsis vont être tout de suite désignés comme étant coupables. Donc le FPR va être désigné comme étant coupable, et c'est ce n'est pas le commencement du génocide, mais c'est le signal pour ce qu'ils appelaient le travail, pour finir le travail, pour assassiner tous les Tutsis du fœtus au vieillard. Et pendant 3 mois, donc, tout l'appareil de l'État va se mettre en place pour tuer les Tutsis où qu'ils se trouvent au Rwanda. Et donc, 1 million de personnes vont être massacrées entre avril et juillet 1994. Une idéologie héritée du racisme du 19e siècle, importée par les colons allemands et puis surtout belges, qui mettent en place une carte d'identité et qui fondent une distinction sociale, une distinction ethnique, oui, en la justifiant a posteriori, ce qui s'inscrit peu à peu dans la mentalité du peuple rwandais. oui. Et puis tout au long, à partir de 1959, des massacres réguliers, jusqu'à qui font d'ailleurs émigrer beaucoup de Rwandais dans les pays limitrophes. Ouais. Et dans les années 90, une guerre qui commence entre ces réfugiés rwandais qui veulent reprendre le contrôle du pays, et puis En fait, ils ne voulaient pas reprendre le contrôle. Retourner au pays. Ils voulaient simplement retourner au pays, et ensuite ils attaquent. Et en fait, ils voulaient simplement être considérés dans leurs droits. Et donc, comme la solution diplomatique ne fonctionnait pas, eh bien, il y a cette attaque. Passe par la solution armée. Et en 94, l'assassinat dans son avion du président Habyarimana, ouais. Et le déclenchement du génocide le 7 avril. Ouais. À partir du 7 avril, en France, on a eu vent de massacres en tant que la population. C'est un autre sujet, mais la responsabilité de la France a été reconnue par le rapport Duclerc et puis le président Macron en 2021, parce que notamment le président Mitterrand était au courant de ce qui se passait et que la France a continué à soutenir le régime génocidaire. Mais la population, de manière plus large, avait au JT, et c'est frappant, tu le dis dans Jacaranda, un reportage sur un pilote de Formule 1 qui se crache dans un mur de béton, et puis juste après, des massacres qui ont lieu au Rwanda. Est-ce qu'on a été indifférent ? Est-ce que les Occidentaux sont coupables aussi de cette indifférence au sort des Rwandais parce que c'est des Africains ? C'est quoi le sujet ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réagi ? C'est vraiment une question qui me hante, qui me hantera, je pense, longtemps, parce que sur place, il y avait les forces, à ce moment-là, des Nations Unies, énormément de casques bleus, à Kigali même, au Rwanda. Il y a eu ensuite les militaires français, les militaires belges, et je crois que il y avait un traumatisme lié à ce qui s'était passé en Somalie quelques années plus tôt, où des GI américains avaient été tués dans les rues de Mogadiscio. Et donc, une envie de ne pas engager des forces internationales sur ce conflit-là. Donc, dès le 7 avril, 10 casques bleus belges vont être tués. Et à partir de là, le Conseil de sécurité va simplement demander à retirer le gros des troupes, en laissant que très très peu de casques bleus sur place qui ne pourront rien faire. Alors que justement, des populations Tutsis espéraient pouvoir obtenir du soutien ou de la protection de la part d'un régiment, du régiment des Nations Unies. Mais c'est pire que ça, c'est vraiment pire que ça, c'est qu'il y a moi-même, j'ai des gens dans ma famille qui ont eu à vivre ça, c'est que les gens se réfugiaient à des endroits, par exemple un stade, une école, où il y avait des casques bleus, en se disant nous allons être protégés, et c'est leur rôle, ils sont là pour ça, et les casques bleus sont partis. Il y a un film, par exemple, qui raconte cette histoire qui s'appelle Shooting Dogs, d'une école à Kigali, qui s'appelle l'école technique officielle, l'ETO, et qui raconte l'abandon par les casques bleus de ces milliers de civils avec les
les tueurs qui encerclent l'école et dès qu'ils partent, les tueurs arrivent et massacrent tout le monde. Je le raconte aussi dans Jacaranda, enfin je l'évoque, l'hôpital psychiatrique de Ndera où pareil, un contingent belge est là, il y a plus de 20 000 personnes et ils partent. Toutes ces images existent sur Internet où on peut voir l'abandon concret. Et en plus, à ce moment-là, leur sort ne fait pas de doute. Ils savent très bien qu'à partir du moment où ils partent, tous ces gens-là, hommes, femmes, enfants, vont être assassinés. Donc c'est vraiment c'est une blessure très profonde. Peut-être pour se rassurer, je pourrais me dire effectivement c'est une forme de racisme inconscient, de dire bon c'est une histoire d'Africains parce voilà, c'est vrai qu'on entendait de ce genre de mots. C'est une histoire de Rwandais. Les Rwandais n'ont qu'à se débrouiller entre eux. Et là, sous-entendu, l'Afrique, c'est le bordel, entre ethnies, exactement. Ils s'aiment pas et ils font que se massacrer à la machette, quoi. C'est ça, dans le traitement médiatique, c'était aussi ça. On parlait pas on ne remontait pas aux racines de ce qui faisait le Rwanda et les enjeux politiques. On caricaturait ça comme étant des haines ataviques ancestrales entre des tribus qui s'étaient depuis la nuit des temps. Ça, c'est des mots qui existaient depuis la nuit des temps, qui se sont toujours massacrés. Alors que, comme je disais au départ, ce n'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas de différence entre Hutu et Tutsi. Ça a été des fabrications. Et toutes ces choses-là, il nous a fallu des dizaines d'années, voire 30 ans pour enfin faire accepter dans le débat public la réalité de ce qui se jouait à ce moment-là. Il a fallu des historiens, il a fallu des journalistes. Mais dans le chaud de l'actualité, dans le brûlant de l'actualité, tout n'était que caricature. Et ça a ajouté du mal au mal, bien entendu. Les ambassades occidentales ont même évacué leurs ressortissants et leurs animaux de compagnie. Ouais, il y a aussi ces images-là où on voit les ressortissants qui partent à l'aéroport avec leurs chiens et leurs chats. Par exemple, dans le cas de l'hôpital psychiatrique de Ndera, ils expliquent comment les soldats belges sont revenus avec une voiture parce qu'ils avaient oublié quelques chiens d'expatriés belges, en laissant donc les êtres humains. Donc tout ça s'imprègne aussi dans le corps des survivants et des survivantes, de se dire nos vies valaient moins que les vies d'animaux de compagnie des Occidentaux. Donc il y a eu un véritable abandon. Les gens qui ont survécu le disent, on a été abandonnés par le monde et ceux qui mettront donc fin au génocide, ce sont donc ces fameux rebelles du Front patriotique rwandais qui prendront ensuite le pouvoir à la suite du génocide. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de naïveté? Parce que nous, civils, on n'est plus confrontés à la guerre en Europe, en Occident. On a l'impression que ça ne nous concerne pas. Une phrase que tu écris dans Jacaranda, les civils ne savent pas que la paix n'est qu'une guerre suspendue. Est-ce qu'on en est heureux ou est-ce qu'on en est complètement fou? Ça, c'est une phrase d'un personnage qui est le personnage d'Alfred, qui est un militaire et qui forcément a un autre regard sur le monde, sur la réalité, parce que ce sont ces jeunes gens qui se sont engagés au combat, qui étaient aussi des réfugiés, qui viennent directement de la blessure de l'histoire. Je fréquente des gens qui ont été des soldats lorsqu'ils avaient 18 ans, 20 ans. Et c'est des gens cassés par la vie, même si on les prend pour des héros. Mais ils sont cassés par la vie. Et tous disent, quand tu as connu la guerre, tu ne veux pas que la guerre reprenne. Et donc c'est pour ça que la guerre, c'est souvent des gens qui ne vont pas la faire ou qui ne l'ont pas faite qui appellent à la guerre. Mais lorsqu'on la connaît, on essaye de l'éviter parce que ce n'est que de la douleur.
Et donc, il y a aussi peut-être un jeu puéril de tous les politiques et de tous les faiseurs de troubles, de tous les faiseurs de discorde, d'agiter la question de la guerre sans savoir quelles conséquences ensuite ça peut avoir. C'est ce que je pense veut dire mon personnage en citant cette phrase. Comment on se reconstruit après ça? Est-ce qu'on arrive à peut-être pas pardonner? Le mot est peut-être très fort, mais... Qu'est-ce que vous dites? Pardonner? Alors là, je vous saute dessus. Là, quand les jeunes me parlent de pardon, je leur saute dessus. Et ça, c'est plus Ginette, la souriante et tout. Non, on ne peut pas pardonner. C'est trop facile. Tu vas faire des cochonneries, tu vas violenter quelqu'un, et puis après, pardon, je ne referai plus. Ah non, ça serait trop facile. Non, non. Pas d'excuses, pas de pardon pour les nazis. Parce que ça, je répète, je fais une très grande différence entre les nazis, les Allemands de l'époque hitlérienne et maintenant. Est-ce qu'on peut pardonner? Moi, j'entends vraiment ce que dit Ginette Kolinka. Elle est survivante. Elle est survivante et elle a vu ce que ces gens ont été capables de faire. Comment pardonner? Comment pardonner quelqu'un qui vous déshumanise, qui tue votre famille, qui fait disparaître tous vos êtres chers. Et il y a aussi un autre aspect du pardon, c'est est-ce qu'on pardonne quelqu'un qui ne nous demande pas pardon? C'est aussi la grande question. Parce quand on demande aux survivants et aux survivantes de pardonner, c'est leur faire violence. C'est d'abord au bourreau de demander pardon. Et moi, pour avoir assisté à de nombreux procès de génocidaires, on ne demande jamais pardon. Donc pourquoi on va demander aux survivants et aux survivantes de faire cet effort-là, de pardonner ces gens qui ne demandent pas pardon? Donc il y a déjà cette dimension-là. Au Rwanda, il y a des gens qui pardonnent. Moi, j'en côtoie. Et souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, ce sont des gens qui sont dans une démarche spirituelle ou religieuse. Donc c'est comme s'ils se mettaient en règle ou en accord avec leurs principes. En accord avec leurs principes. Ça n'a rien à voir au final avec le tueur. Tu comprends ceux qui ne pardonnent pas au Rwanda? Je comprends ceux qui pardonnent pas parce que, bien entendu, si on nous demande pas pardon, déjà, pourquoi se poser la question de pardonner? C'est vraiment ce que je veux dire. C'est il faudrait prendre presque cas par cas. Pour moi, c'est une question individuelle. Ça peut pas être une question collective, le pardon. Alors là, ça serait absurde que collectivement on demande à tous les rescapés le pardon. Mais en même temps, le Rwanda doit se reconstruire et c'est là toute la difficulté avec le génocide. Bien sûr. Avec des survivants rescapés et des survivants, enfin des personnes qui ont commis le génocide. Et parfois ils sont voisins, souvent ils sont voisins. Ils sont voisins, on vit avec nos tueurs de l'autre côté de la rue, sur le même palier, on les côtoie tous les jours. Moi j'habite au Rwanda, hein, donc on les côtoie tous les jours. Mais le pardon, c'est quelque chose de personnel. C'est personnel. On peut pas l'imposer à une société. Après, il y a une autre question, c'est la question de la réconciliation, qui est une question politique. Est-ce qu'il y a des politiques qui mènent à la réconciliation? Et ça passe, selon moi, déjà par le travail de mémoire, par la libération de la parole, par la reconnaissance des crimes, et surtout par la justice. Et ça, c'est un travail que le Rwanda a fait. Entre 2005 et 2012, il y a eu
ces fameuses juridictions gachacha qui ont permis 2 millions de procès à travers tout le Rwanda. Et la plupart des gens qui ont tué aujourd'hui, sauf les catégories 1 et 2 qui sont les grands tueurs, les planificateurs et les très grands violeurs, mais tout le, on va dire la grande majorité des gens qui ont tué, des petites mains qui étaient aux barrières, qui tuaient avec les machettes, eh bien, les gens sont sortis. Les gens sont sortis, ont purgé la plupart leur peine. Mais qu'est-ce qui fait que la société accepte cela? C'est parce qu'il y a eu ce travail de justice où on a réhabilité les victimes dans leur humanité. On les a mis au centre de l'appareil de justice en disant « Vous n'êtes pas ce qu'on voulait faire de vous, c'est-à-dire des cancrelats à écraser, des cafards, des virus. Vous êtes des êtres humains et on vous considère. » Et à partir de là, on réhabilite non seulement les victimes, mais aussi les bourreaux. Ça permet aux bourreaux d'expliquer, ça permet de parler, ça permet d'être entendus, et eux aussi, ça leur permet de rétablir leur humanité, de rendre des comptes à la société. Et une fois qu'ils ont rendu des comptes, eh bien, ils peuvent à nouveau être intégrés. Donc, c'est comme un pacte social qui se crée avec toutes ces volontés politiques, individuelles, et qui permet une chose qui n'a rien à voir avec le pardon ni avec la réconciliation, qui est la cohabitation. C'est-à-dire, le pacte social aujourd'hui au Rwanda, c'est de dire je me demande pas de t'aimer, ce qui est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Mais par contre, je vais vivre à côté de toi, nous allons travailler, nous allons échanger, mais ce qui est dans mon cœur reste dans mon cœur. C'est le seul modèle, principe pour l'instant qui fonctionne. Et c'est aussi un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que ça concerne les générations qui ont vécu le génocide. Aujourd'hui, 70% des Rwandais sont nés après le génocide, en moins de 30 ans. Donc, cette possibilité-là, c'est surtout un enjeu pour les générations d'après. Et on voit que le génocide affecte, y compris des gens qui ne l'ont pas vécu directement, oui. Et par des manifestations traumatiques qui sont époustouflantes. T'en parles dans Jacaranda, mais il y a des images de ça, de personnes qui s'effondrent, qui vivent des crises traumatiques, qui ont l'impression de revivre les attaques, les mises à mort qu'on a fait subir à leurs proches, alors même qu'ils n'ont pas vécu ça. Ouais. Ben oui, c'est la transmission du trauma. Hein. Et ça, ça appartient à toute personne qui a dans son histoire la mémoire d'un génocide. Dire c'est la même chose pour les générations après la Shoah, pour les générations après le génocide arménien, pour toutes les violences de masse qui existent, et parfois même des violences plus intrafamiliales. Mais ce trauma-là, il existe, il est très perturbant à voir dans ces moments de crise qui sont souvent des moments des crises qui ont lieu au moment des commémorations. La première fois que j'ai vu ça, j'étais complètement bouleversé. Je ne m'attendais pas à ce que même cette nouvelle génération garde en elle autant de souffrance. Mais ça s'explique, et ça s'explique d'autant plus qu'on a du mal à mettre les mots sur l'événement. Je parle aussi beaucoup du silence dans mon roman, du silence à l'intérieur des familles, et donc il faut bien que lorsqu'on n'a pas les mots, eh bien cette douleur elle passe par un médium, par quelque chose, et en l'occurrence là ce sont les corps qui s'expriment. L'une des choses que j'ai envie qu'on puisse tirer aussi comme leçon, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit un génocide? Ça ressemble à quoi un génocide? À quoi est-ce qu'on le reconnaît s'il y en a un qui se déroule sous nos yeux? Et en particulier, on parle beaucoup de cette question aujourd'hui à Gaza, c'est un mot que tout le monde n'utilise pas. Est-ce que toi, tu es touché par ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est comparable avec le Rwanda?
ou pas? Moi, je crois qu'il y a toujours une unicité des génocides, c'est-à-dire que chaque génocide a ses propres particularités qui sont liées aussi à l'histoire de chaque peuple. Mais il y a des invariants. Et comme moi, je suis très sensible à la parole, le premier des invariants, ce qu'on retrouve dans tous les génocides, c'est la parole déshumanisante. Et dès que j'entends un politique qui utilise des mots déshumanisants, là, je me dis, il y a un risque. Si ensuite on voit que ces mêmes politiques mettent en place un appareil pour propager cette idéologie déshumanisante, donc génocidaire, par la radio, par la télé, eh bien, à nouveau, je commence à m'en inquiéter. C'est pour ça qu'effectivement, après, le terme génocide en lui-même, c'est un terme juridique. Hein. Ça a été créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, moi, je suis pas juriste pour définir, mais dans ce que j'ai étudié des génocides, parce que pour comprendre ce qui nous était arrivé au Rwanda, eh bien, je suis allé m'intéresser à génocide du XXe siècle. Ça, c'est ce que j'ai toujours remarqué. C'était la question de la déshumanisation et du discours et de la parole. Là où il n'y a pas de parole déshumanisante, il est difficile pour moi de considérer qu'il y a risque ou potentiel de génocide. L'une des leçons qu'il faut qu'on tire aussi du passé, c'est comment est-ce qu'on reconnaît et comment est-ce qu'on réagit face à ce qui se passe dans le monde et ça reste pas derrière un écran de JT. En l'occurrence, aujourd'hui, au Proche-Orient, il y a beaucoup de débats autour de la question de la guerre. Y a-t-il ou non un génocide? Certains utilisent ce terme avec une vocation politique. Il y a des associations humanitaires qui l'utilisent, y compris des institutions internationales qui pointent le risque d'un génocide. Est-ce que toi, ça te touche? Est-ce que c'est comparable, Gaza et le Rwanda? Non, Gaza et le Rwanda ne sont pas comparables, hein, parce que forcément, ce sont des situations très différentes avec d'autres enjeux. Mais ce que j'ai constaté et qui m'a vraiment bouleversé sur la situation de Gaza, c'est le discours déshumanisant de députés, d'hommes politiques israéliens. Et forcément, à ce moment-là, on se demande comment se fait-il qu'on utilise cette parole-là? Est-ce que c'est une façon de retirer aux Palestiniens leur humanité afin de faire accepter leur mort? Mais c'est en ça que vraiment je me suis senti très perturbé par ce qui se passait à Gaza, parce que ma culture sur la question du génocide, elle vient de la littérature de la Shoah. J'ai grandi avec la littérature de la Shoah. J'ai compris ce qui était arrivé au Rwanda par la littérature de la Shoah. Mon rêve, c'était d'aller à Yad Vashem pour approfondir cette connaissance. Et c'est vrai que de me dire qu'il y a un pouvoir d'extrême droite, il faut appeler le pouvoir israélien à ce moment-là comme il est, qui utilise une rhétorique génocidaire, ça m'a beaucoup perturbé. Et ça continue de beaucoup me perturber. Quand on était en 1994, en France, on avait conscience à des degrés différents selon sa place dans la société de ce qui se passait au Rwanda. Mais l'une des choses qu'on déplore aujourd'hui, c'est de ne pas avoir agi, de ne pas avoir interrompu ça, de ne pas avoir mis tout en œuvre pour limiter les dégâts autant qu'on aurait pu. Quel rôle devrait jouer la France aujourd'hui? Est-ce que tu penses que dans quelques années, on va se dire « mince, c'était sous nos yeux et on aurait pu faire autre chose pour que ça n'arrive pas ». J'aimerais avoir une vision claire sur la situation. Malheureusement, je n'en ai pas.
C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Que peut la France? J'en sais rien. Vraiment, c'est une vraie question que je pose. Que peut véritablement la France au Moyen-Orient? Enfin, de façon concrète. Au Rwanda, elle pouvait. Au Rwanda, la France pouvait. Parce que le régime génocidaire écoutait la France. Il aurait fallu de très peu de choses pour que les massacres s'arrêtent. La France armée, entraînée, a ensuite permis, avec l'opération turquoise, d'exfiltrer tous les tueurs qui sont allés se réfugier au Zaïre. Et malheureusement, on voit bien, 30 ans plus tard, ce qui se passe dans le Kivu. Tout s'est joué à ce moment-là. Donc, la France avait un rôle très important au moment du génocide à l'encontre des Tutsis au Rwanda. Mais je ne suis pas suffisamment connaisseur pour donner mon avis sur la question du Moyen-Orient par rapport à l'implication de la France. Moi, tout ce que j'attends de mon pays, la France, c'est qu'elle appelle à un cessez-le-feu et à un respect des vies humaines. C'est un minimum, c'est le minimum que j'attends. Je ne sais pas s'il y a une part française dans cet assassinat. Je l'ignore. Par contre, je sais que M. Focard lui-même, le monsieur Afrique, du général et de M. Chirac, à l'époque Premier ministre, il était Premier ministre, Chirac, à l'époque, m'avait dit, il va y avoir un coup contre Sankara. Est-ce qu'il y a eu une main secrète française? Cela n'aurait pas été possible aussi sans une ingérence française. Mais je ne vous le dis pas de manière certaine. Mais ça ne peut pas se faire sans que la France y soit mêlée de près ou de loin. Sur l'assassinat de Sankara, ça ne peut pas se faire sans que la France y soit mêlée de près ou de loin. C'est les mots de Robert Bourgi. La France a-t-elle une dette envers ses anciennes colonies? Quelle relation est-ce qu'on devrait avoir avec ces pays qui sont des anciennes colonies? Une relation d'égal à égal, une relation de respect. Arrêter d'être moralisant et condescendant. Mais ça nécessite de regarder lucidement son passé, de reconnaître ses erreurs, ses responsabilités, de part et d'autre, d'ailleurs. Et la France ne l'a pas fait assez? Je ne pourrais pas parler pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, j'ai pas envie de dire des bêtises. Il y a des choses peut-être que je ressens, mais... Sur le Rwanda, est-ce que la France a suffisamment reconnu sa responsabilité? Je pense que le discours d'Emmanuel Macron a été extrêmement important. Peut-être pas suffisant de mon point de vue parce que je fais partie de familles qui ont été directement touchées par ce génocide et j'aurais peut-être voulu des excuses pour les survivants et les survivantes. Ce que par exemple avait fait la Belgique en 2000. Ça n'a pas... C'était peut-être trop tôt. Il y a aussi le temps de la politique, qui est un temps particulier, qui ménage beaucoup de choses en même. Donc, encore une fois, je parle depuis ma propre sensibilité. Par contre, j'ai vu la différence entre des années où l'on est dans un déni médiatique, politique, lorsqu'on parlait, avec nos associations, même moi, à travers quelques chansons, des spectacles, on me disait mais non, la France n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là-bas et aujourd'hui où ça ne fait plus débat. Donc c'est-à-dire que ça a quand même institutionnalisé la reconnaissance de l'événement. Après, il y a toujours du travail. Suite au discours d'Emmanuel Macron, j'ai co-réalisé un film qui s'appelle Le silence des mots,
qui était un film pour parler de la responsabilité militaire, qui n'a pas été évoqué non plus dans le discours. La question de l'armée française au Rwanda, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là. Donc voilà, de toute façon, comme dit Boubacar Boris Diop, avec un génocide, le génocide a un temps paradoxal, c'est que plus on avance dans le temps et plus on prend connaissance de l'événement. C'est-à-dire quand on est trop rapproché de l'événement, on sait moins de choses qu'en avançant dans le temps. Mais ça passe par un travail de la mémoire. Je dis pas un devoir de mémoire, un travail fait par des chercheurs, des historiens, des artistes parfois. Ça se fait aussi sur le temps long. J'aimerais qu'on parle de ton ressenti un petit peu. Ouais. Toi, t'es né au Burundi, Ouais. tu as vécu jusqu'à l'âge de 13 ans Mm. et t'as émigré en France ensuite. Ouais. Est-ce que t'as été accueilli à bras ouverts? Est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que t'as vécu l'immigration? Et notamment en tant que métisse d'un père blanc et d'une mère noire. Il y a cette phrase dans Jacaranda à propos de quelqu'un qui a cette situation de métisse. T'es un Muzungu, blanc comme neige, métisse, ça n'existe pas. Ouais. Est-ce qu'être métisse, c'est être rejeté par les blancs et par les noirs, c'est n'appartenir à personne? Ouais, bah c'est un peu ça. Alors moi, je dois dire que j'ai pas senti ça comme comme de l'immigration, c'est-à-dire que mon père est français. J'ai grandi en plus avec un père français au Burundi. Ma mère rwandaise, elle vivait en France. Et donc, lorsque, voilà, au bout de 2 ans de guerre, l'école est fermée, la France envoie des avions de rapatriement et je prends un de ces avions avec ma petite sœur pour que l'on rejoigne notre mère en France. Et c'est vrai que l'avion s'appelait l'avion de rapatriement. Rapatriement, ça veut dire retour à la patrie. Et d'une certaine façon, c'était aussi ça. C'était pas ma patrie émotionnellement parce que je ne connaissais pas la France, mais c'était ma culture, la culture française, la culture de mon père. J'étais à l'école française. Donc c'était l'arrivée dans un de mes pays. Et moi, je fais partie de cette fameuse catégorie qui crée tant de débats dans la politique française actuellement, les binationaux. Je pourrais même dire, je porte 3 nations en moi, le Burundi, le Rwanda et la France. Et donc en ça, déjà, il y a toujours une forme de suspicion par rapport aux gens qui portent en eux plusieurs cultures ou qui ont plusieurs passeports, parce qu'on se demande toujours auquel de leur pays ils font allégeance, alors que moi j'ai l'impression, pour les gens que je côtoie qui sont dans la même situation que moi, que au contraire on fait en sorte de tout fusionner en un seul territoire qui serait le territoire de nos appartenances. Et il est possible d'aimer plusieurs choses en même temps. Il y a pas, enfin pour moi, dans ce cas-là, il n'y a pas d'exclusivité. Même si en cas de, je sais pas, de match de football, Tu soutiens qui? je soutiens les deux en même temps. C'est tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est encore une façon de voir le monde de façon binaire, et c'est ce que moi m'apprend mon expérience de métis. Et je dis pas le métissage parce que je fais un distinguo entre le métissage, qui est un concept un peu flou, qui est un concept même qui peut avoir quelque chose, part de marketing et qu'on tourne, enfin, selon son bord politique, on trouve ça plutôt positif ou négatif. Mais l'expérience vécue du métis, qui est autre chose, qui peut être une expérience très douloureuse, une expérience de tiraillement, mais qui peut être aussi une expérience tout à fait banale, à laquelle on ne se pose pas de questions. Moi, la particularité que j'ai eue, c'est que j'ai passé une partie de ma vie dans un pays, puis l'autre partie de ma vie dans un autre pays. Et donc, j'ai vu ces représentations où je suis passé de blanc, donc Muzungu, en étant au Burundi, ou même aujourd'hui en étant au Rwanda, à noir dans la société française, ou racisé, comme on dit aujourd'hui. Et donc, je dis comme on dit aujourd'hui, parce qu'on ne disait pas ça quand je suis arrivé en France dans les années 90. Et donc, c'est ça, c'est cette expérience d'être toujours l'autre, d'être toujours
le regard en contrepoint, d'être toujours ramené à mon autre origine en fonction de la personne avec qui je parle. Et mon travail au fil du temps, et ça s'est fait heureusement grâce à l'écriture, à l'art, à la littérature, c'est d'assembler le puzzle de cette humanité morcelée, de fusionner en un seul socle tous les affluents qui me composent. Quand on prononce le mot immigration, ça excite des passions à droite ou à l'extrême droite. Là, il y a le Premier ministre qui a repris à son compte le terme de submersion migratoire récemment. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que... C'est un mot de l'extrême droite, submersion migratoire. Je pense qu'on disait la même chose dans les années 30 avec les Juifs. Toujours cette idée qu'il y aurait des populations qui arriveraient comme ça pour tout déstabiliser, avec des desseins pernicieux, des volontés de prendre la place. Enfin, voilà, Donc non, pour moi, ça c'est de l'ordre du fantasme. C'est un fantasme. Encore une fois, moi, je reviens toujours aux individus, à la personne. Dès qu'on commence à me parler de masse, dès qu'un politique commence à me dire les migrants, les immigrés, de prendre les gens dans leur masse, je me méfie. Je me dis que c'est une façon de nous diviser, de nous manipuler. Si on prend les gens individuellement, pourquoi les gens viennent ici? Et pareil, en fait, la question on va remplacer puis les mots, on leur force, parce que immigrer, pour moi, c'est la question économique. Mais me concernant, moi je suis français, je suis né avec donc c'est pour ça que je dis il y a pas d'immigration pour moi, mais pour certaines personnes qui étaient par exemple dans l'avion de rapatriement, qui n'étaient pas français, qui étaient burundais ou rwandais à ce moment-là, ils s'exilaient. L'exil, c'est encore une autre forme. Pourquoi on a remplacé le mot réfugié par migrant? Parce que réfugié, on comprend qu'il y a la question du refuge. Et la question du refuge, ça nous ramène à nos traditions chrétiennes d'accueil de l'autre. Alors que migrant, espèce de catégorie qui veut rien dire, mais qui va être chargée d'une connotation beaucoup moins symbolique. Et donc c'est en ça aussi que on voit que les mots ont leur importance. Moi-même, je me méfie des mots que j'utilise. J'essaie toujours de les réinterroger. Mais... Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos. Est-ce qu'un artiste doit s'engager? Est-ce que toi, tu te décrirais comme engagé? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on doit se sentir libre, parce que si on fait de l'art, c'est qu'on est libre. Et on doit se sentir libre de dire ou pas dire si on n'a pas envie. Parfois, il y a quand même une injonction, une pression à savoir tout de suite, dans l'instant présent, il faut que tu te positionnes. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et je crois qu'il faut aussi l'entendre. C'est pas pour autant que les gens sont pas touchés. C'est pas pour autant que les gens sont pas sensibles à ce qui se passe. C'est pas forcément de l'indifférence. C'est parfois une forme de position de retrait qui est peut-être approfondir la connaissance sur une question. Après, moi, je parle pas d'une urgence comme une urgence de vie ou de mort pour une population. Je veux dire, ce que fait SOS Méditerranée, l'association dans la Méditerranée, pour moi, là, il n'y a pas de débat. Des gens qui sont en train de se noyer, il faut les sauver. On parlera après des questions d'accueil des réfugiés, mais si les gens se noient, on les sauve.
Si les gens meurent sous les bombes, on réclame un cessez-le-feu. Mais d'essayer d'avoir un discours politique sur des enjeux parfois assez complexes, où il y a des gens dont c'est le travail, qui eux-mêmes parfois n'ont pas les mots, c'est peut-être ça qui est difficile. Et moi, je rejoins quand même Youssoupha sur la question du rap, parce que voilà, on est de la même génération, et je crois que on est arrivé par le rap parce que c'est ce qui nous parlait dans le rap au moment où on l'écoutait, où on l'a découvert. C'était l'espace de prise de parole sur des sujets qui n'avaient pas voix au chapitre, médiatiquement par exemple, ou dans le discours général. Mais aujourd'hui, le monde a changé. C'est-à-dire qu'on n'attend plus d'un rappeur, on n'attend plus forcément d'avoir connaissance d'une réalité à travers les rappeurs. Je sais pas si prenons la question des violences policières. Moi, quand je suis arrivé en France, j'y connaissais rien, et ça m'arrivait par les textes de rap qui en parlaient, ou la question, je sais pas, de l'esclavage. Aujourd'hui, si j'ai envie d'approfondir ma connaissance là-dessus, il suffit d'aller sur un moteur de recherche sur Internet ou sur des comptes de réseaux sociaux. Et c'est une forme peut-être plus aboutie que 2-3 punchlines dans un texte de rap. Donc, c'est en ça aussi que je parle de la liberté de l'artiste. Peut-être que les artistes sont beaucoup plus libres aujourd'hui. On peut faire une musique très commerciale et par ailleurs être commercial et je veux dire pop ou joyeuse et pas engagée. Voilà. Quoi. Ouais. Et par ailleurs, dans sa vie de tous les jours, être quelqu'un d'engagé sur le terrain, dans des assos. Et puis inversement, on peut aussi être dans sa musique, dénoncer des choses, et puis dans sa vie de tous les jours, ne pas accompagner les combats qu'on prône. Donc, encore une fois, je reviens à la personne. Pour moi, c'est toujours difficile de faire des généralités. Alors, parlons de ta personne. C'est à la fois une histoire familiale, et puis ce qu'on retrouve beaucoup dans tes romans, à la fois dans Petit Pays et dans Jacaranda, le silence et la difficulté à prendre la parole pour restituer, y compris à ses enfants, l'histoire de sa famille quand on a vécu des choses difficiles. Alors, c'est à la fois culturel et puis c'est traumatique aussi. Toi, t'as pas choisi le silence, justement, t'as choisi d'écrire. Est-ce que c'est pour sensibiliser? Est-ce que c'est, toi, une catharsis, c'est-à-dire pour expulser? C'est d'abord ça, la question cathartique, ou question d'urgence intérieure, émotionnelle. J'ai grandi dans une famille au silence assourdissant, mais quand j'utilise cet oxymore vraiment je le pèse et je l'utilise pas juste pour la formule, mais c'est parce que ce silence, quand il est trop grand, il est gênant, il nous assourdit. Et donc il fallait, c'est un mur qu'on se prend en permanence, parce qu'on voudrait savoir, on voudrait avoir les mots, on voudrait que l'on nous parle, et comme on nous parle pas, eh bien, il faut trouver une porte de sortie. Et donc, pour moi, c'est l'écriture, c'est la création. Donc je dirais, oui, Jacaranda, c'était ça, c'était aussi raconter les silences dans les familles. On n'en a même parfois pas conscience. Moi, j'ai pris conscience du silence dans ma famille parce que, en arrivant en France, j'ai fréquenté d'autres familles et j'ai vu que ça ne se passait pas comme ça dans toutes les familles, qu'il y avait des familles où on parlait facilement des aïeux, de l'histoire de la famille, que rien ne semblait tabou. Et donc j'ai commencé à me poser des questions sur ce qui se passait chez moi. Et donc ça, c'était important. Et puis, bien sûr, après, il y a la question de la transmission. C'est un grand mot, et puis ça paraît toujours un peu pompeux de dire je suis un artiste, je suis dans la transmission, mais sur des questions de génocide, sur le temps aussi qui passe, je parlais des 70% de Rouennais qui sont nés après le génocide. Il y a quand même des choses qui finissent par disparaître, et si on ne les retient pas avec l'écriture, avec
avec un livre, voilà, comme on dit, les écrits restent, eh bien, c'est moi ma pierre à l'édifice, ma volonté de faire en sorte que tout ne disparaisse pas. Il y a beaucoup de parents qui, après leur émigration, décident de ne pas transmettre leur langue natale à leurs enfants. Ça m'a toujours beaucoup surpris à titre personnel. Quand j'étais enfant, je comprenais pas ça en me disant, c'est trop dommage, t'as un parent marocain et tu parles pas arabe, ou par exemple. C'est quoi ton rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est plus dur de s'intégrer quand on a deux cultures et les parents veulent épargner ça à leurs enfants? Est-ce que c'est parce que ça impliquerait de transmettre aussi tout cet héritage familial qui peut être trop lourd? Je reviens à la question individuelle, c'est-à-dire que chacun a son parcours et il y a des gens qui portent, par exemple, leur langue avec un sentiment complexé d'humiliation, ou se dire que cette langue, elle rajoutera du malheur à la vie de leurs enfants, et qu'ils arrivent dans un nouveau pays et que le meilleur moyen pour que on met tous ses espoirs dans son enfant, et le meilleur moyen pour peut-être pour le libérer d'un passé, c'est de lui ouvrir plutôt cette langue qu'on ne connaît pas, mais qui va devenir la sienne. Moi, si je parle, par exemple, de ma propre expérience, je pense que ma mère n'a pas souhaité nous apprendre sa langue, parce qu'elle est née dans des camps de réfugiés, qu'on lui a fait comprendre toute sa vie qu'elle était une citoyenne de seconde zone, et qu'elle pensait nous sauver de son histoire, de douleur, d'exil, en évitant de nous transmettre sa langue. J'imagine que si on a, dans son esprit, si on avait parlé sa langue, peut-être qu'on aurait entendu les insultes, on aurait entendu les humiliations. Voilà, donc c'est... et puis, il y a aussi d'autres histoires qui sont incroyables auxquelles j'ai pu assister, où parfois un parent isolé avec une langue que lui seul parle dans un environnement où personne d'autre parle la langue, arrive quand même à transmettre la langue à son enfant. Parce qu'il y a des gens qui portent en eux leur culture, peut-être pas avec fierté, mais en tout cas sans s'en excuser, la prennent comme une richesse et veulent la transmettre à leurs enfants. Donc c'est ça, chacun compose comme il peut.